notre objectif commun d'ailleurs, c'était vraiment d'utiliser l'histoire des mathématiques pour nous aider, nous, futurs enseignants, à construire nos documents, nos cours et nos séquences. On n'avait pas pour objectif d'apprendre vraiment, de devenir des historiens des mathématiques ou de créer des futurs élèves, des élèves qui seront des futurs historiens. Donc vraiment, la motivation initiale, c'était vraiment d'utiliser les mathématiques pour construire des séquences et d'utiliser comme un outil, un nouvel outil pour le professeur. On avait quelques questions au départ, c'est ce qu'on avait discuté, on avait écrit un compte rendu là-dessus. On avait pas mal de questions sur comment on allait appliquer tout ça. Les questions les plus importantes étaient comment le mettre en place et à quelle fréquence. Est-ce qu'on allait utiliser l'histoire des mathématiques pour construire tous nos cours ou seulement quelques activités. Après, notre but commun, c'était vraiment d'utiliser l'histoire des mathématiques pour donner plus de sens. Ça, c'est un terme qui revient souvent et on va revenir là-dessus. Donner plus de sens aux notions qu'on enseigne aux élèves. Et en fait, donner du sens, on ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire. Pour nous, c'était juste rajouter une plus-value à notre enseignement, mais ça restait un peu flou. Donc ça, c'était une des questions qu'on se posait au départ. Et aussi, quel chapitre traiter? Parce qu'on avait pour motivation de traiter le même chapitre, nous trois, avec nos classes. Et en fait, ça s'avère difficile parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de classe. Moi, j'ai des 6e. Benoît, toi, tu as plutôt... 5e et 4e. Ouais. 5e et 4e. Et 5e et 4e, voilà. Donc ça, c'était une troisième question qu'on se posait. On avait ces objectifs et certains questionnements jusqu'au jour où, avec Alain Bernard, on a découvert, qui nous a proposé un livre qui donc s'appelle « De grands défis mathématiques d'Euclide à Condorcet ». Et dans ce livre-là, en fait, il y a un professeur, Jean-Paul Guichard, qui en fait avait la même démarche que nous et qui a écrit un chapitre dans ce livre-là et qui a traité le thème des angles avec ses classes de 6e, avec le même objectif, donner du sens. Donc on a lu ce chapitre qui était vraiment très intéressant et qui nous a inspirés. Et dans ce livre-là, on a découvert un mathématicien qui est ici, Alexis Clairaut, un mathématicien du XVIIIe siècle, qui en fait, dans l'histoire des mathématiques, a décidé d'enseigner la géométrie d'une nouvelle manière, avec ce qu'on a appelé une série de problèmes, on pourrait l'appeler comme ça. Et voilà, une série de problèmes. Chaque problème, en fait, introduit une nouvelle notion. Et donc, ça nous a donné déjà une façon de présenter les choses aux élèves, une méthode. Donc déjà, on était déjà un petit peu plus avancé. Et puis surtout, on avait un thème qu'on pouvait traiter, celui des angles. Moi, je pouvais le faire avec mes classes de 6e. Et donc, ça commençait à nous faire avancer sur notre problématique. Notre nouvel objectif, grâce à ce livre, c'était donc de construire une séquence par série de problèmes, comme le faisait Clairaut au XVIIIe siècle. Et puis, notre problématique commençait à avancer. On pourrait la formuler ainsi. Comment une approche par série de problèmes peut-elle permettre de faire comprendre aux élèves les enjeux des notions qu'on leur apprend? C'est-à-dire, pourquoi on leur apprend des choses en mathématiques? Pourquoi on leur apprend les angles? À quoi ça sert dans la vie? Etc. Donc ce livre-là, cette lecture nous a vraiment fait avancer dans notre mémoire, mais ça nous a aussi posé un autre problème, c'est que celui des angles, moi je peux le traiter avec ma classe de 6e, mais mes camarades ne peuvent pas trop avec en 5e ou en 4e, c'est pas trop le programme. Donc un problème, on est avancé dans notre mémoire, mais on a un nouveau problème qui est qu'on va devoir un petit peu séparer nos chemins. Donc moi, pour ma part, j'ai continué avec les angles. Et puis, moi, je vous présenterai après les documents. Mais c'est ce que j'ai fait avec mes classes de 6e. Benoît, toi, je vais te laisser présenter ce que tu as fait toi, à la place. Ouais. La géométrie de Clairaut, c'est assez intéressant à lire quand on a envie de... quand on est dans le processus de création de séquences... de séquences sur la géométrie avec des collégiens, parce qu'il a une approche qui est vraiment intéressante, quoi. De dire des choses qui sont très abstraites sur la géométrie, mais le faire en motivant le lecteur par des problèmes qui sont concrets. Et pour les motiver, j'ai pris un problème qui
quelqu'un qui veut faire des travaux chez lui parce qu'il vient d'emménager et il a une cuisine qui est toute délabrée, il a un jardin qui ne lui convient pas, à retrouver comment on peut justifier l'aire d'un rectangle, pas seulement apprendre la formule mais aussi la comprendre. Et puis on a fait la même chose avec l'aire d'un triangle rectangle, puis on le généralise à un triangle quelconque, et ensuite on se sert de cette formule-là pour calculer l'aire du jardin de cette personne-là, qui est suffisamment biscornu pour que ce soit une bonne idée de le faire en le séparant par des petits triangles. Je pense que j'aurais pu laisser les élèves un peu plus libres. J'ai beaucoup guidé leur réflexion, et même si c'était par problème, je l'ai fait de façon quand même assez presque frontale, quoi, et j'aimerais bien le refaire avec les 5e. Du coup, il faudrait que je le fasse très vite dans la semaine prochaine, mais plutôt vraiment en les laisser en groupe et leur donner une feuille un peu moins précise et les laisser chercher un petit peu plus pour voir si le fait de poser les problèmes un peu à la façon de Clairaut peut leur permettre de redécouvrir les notions vraiment par eux-mêmes, en réfléchissant par eux-mêmes. J'ai pas évalué, mais c'est vrai que c'est un des autres regrets que j'ai. J'aimerais bien le refaire en fait la semaine prochaine avec mes 5e si ça rentre dans le timing, et cette fois-ci je demanderai un rendu écrit. Ouais. Avec mes 5e, je leur ai fait les sommes de nombres relatifs. Donc mes classes, en fait, elles avaient déjà abordé la notion de nombre relatif, elles savaient ce que c'était, et moi ce que je leur ai fait, c'est une activité en rapport avec additionner deux nombres relatifs entre eux. Donc ça s'affiche maintenant. Donc dans un texte de Repère IRM, j'avais vu que les nombres relatifs, c'était pas nouveau, ça datait pas de la Renaissance, leur introduction. C'est déjà employé, il y a plus de 1000 ans en Asie. Et donc ils utilisaient, eux, des baguettes de différentes couleurs pour symboliser les nombres négatifs et les nombres positifs. Donc moi, de la même façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit des exemples concrets. Donc je leur ai fait des baguettes magiques pour éveiller un peu leur curiosité, certaines de couleur noire, d'autres de couleur blanche, et elles avaient la particularité qu'une baguette noire et blanche s'effaçait. De la même façon que si on dit -1 plus 1, ça va être égal à 0. Et donc ils devaient trouver, par exemple, le premier exemple, c'est 3 baguettes blanches et 8 baguettes noires. On prend 3 baguettes blanches, 3 baguettes noires, ça disparaît, il ne reste plus que 5 baguettes noires. Ça, c'était le principe. Ensuite, j'ai voulu augmenter les difficultés en insérant des nombres décimaux. Donc là, ils ont accepté que ce soit la même chose. J'ai augmenté la difficulté, donc tout d'abord c'était 2 paquets, ensuite 2 paquets avec des nombres décimaux, et ensuite j'ai augmenté en mettant des paquets, plus que 2 paquets, et là la grande difficulté c'était passer des baguettes qui peut-être pouvaient être concrets, pouvaient être touchés, à des nombres carrément. Donc en remplaçant alors une couleur avec les nombres positifs, une autre couleur avec les nombres négatifs, et voir comment ils arrivaient à transcrire ça. Il y a 9 chapitres sur les procédures mathématiques, c'est le livre, je pense, auquel a fait allusion à l'article que tu as trouvé, qui indique en fait l'utilisation des baguettes. Et alors ces baguettes symbolisent des nombres. Oui, elles sont pour là pour compter. Mais c'est pas dit dans ton énoncé, si tu remontes le truc. En fait, par exemple, je prends un exemple. Quand tu dis 7,5 baguettes, là tu envisages que ce soit une baguette et des fractions de baguettes. C'est ça. Donc c'était ça qu'on m'a dit aussi, c'est que les élèves ils ont bien joué le jeu, mais ils auraient très bien pu ne pas comprendre les fractions de baguettes comme ça. Parce qu'une autre façon de le comprendre, c'est que tu mets 7 baguettes sur une case, 5 baguettes sur une autre case à côté, qui représentent les dixièmes en fait. Et ça correspond, c'est assez proche de ce que faisait un calculateur chinois. Il met des baguettes à des places qui représentent les unes les unités, les autres les dixièmes. Et comme ça, plutôt que de fractions de baguettes, tu as d'autres baguettes, mais qui sont plutôt au niveau des dixièmes. Chez Clairaut, c'est très explicite. On passe à un moment donné au langage géométrique. On passe vers un autre monde. Il y a des gens qui vont être capables de donner la réponse sans passer par une notation mathématique avec des antirelatifs. Oui, donc et c'est pas parce qu'ils donnent la bonne réponse que ça témoigne de leur maîtrise des antirelatifs. Non, mais ça peut être résolu par une présentation qui est imposée, mais du coup, il faut que ce soit explicitement indiqué dans la consigne.